Hey, it's my little brother. how old are you? Huh? How old are you? You look young. He looks like 17. I was able to make contact Where are on you the phone probation for? earlier. Le documentaire s'ouvre sur une scène de prime abord calme, mais dont l'arrière-plan sonore et visuel trahit une détresse profonde. Lorsque les officiers pénètrent dans le domicile, ils tombent sur un jeune homme, Fouad, qui tente immédiatement de prendre le contrôle de la narration. Il arbore une attitude nonchalante, presque amicale, pour désamorcer l'autorité des agents. Il révèle spontanément qu'il est sous le régime de la liberté conditionnelle, parole, pour une affaire sérieuse en Pennsylvanie, impliquant la fabrication et la livraison de stupéfiants. Ce détail n'est pas anodin. Fouad sait que sa situation est précaire et il utilise cette transparence comme un bouclier pour paraître coopératif. Cependant, cette façade s'effrite dès que les officiers commencent à poser des questions sur la nature de la dispute. Il réduit l'incident à une simple divergence d'opinion familiale, un matériel de vie courante entre un fils et sa mère. Ce que l'on ne voit pas encore, c'est l'ombre de son frère, un officier du Chicago Police Department, CPD, qui arrive sur les lieux non pas en tant qu'agent, mais en tant que fils protecteur. La dynamique de pouvoir change radicalement. Fouad n'est plus seulement face à des inconnus en uniforme, mais face à un frère qui connaît les rouages du système et qui sait exactement quel danger il représente pour leurs parents âgés. Le climat devient suffocant lorsque l'officier de patrouille tente d'appliquer la procédure standard consistant à séparer les parties pour obtenir des déclarations indépendantes. Fouad, sentant le danger, refuse de bouger. Il se tient dans l'encadrement de la porte, une position stratégique qui lui permet de surveiller sa mère tout en défiant l'officier. Sa rhétorique change de la coopération à la contestation juridique de comptoir. Il invoque son droit de rester dans sa maison, affirmant que tant qu'il n'y a pas de crime flagrant, la police n'a aucun pouvoir sur lui. C'est un moment charnière où la loi se heurte à la manipulation psychologique. Il sait que sa mère, intimidée par sa présence physique et son regard, n'osera pas témoigner contre lui. L'officier doit faire preuve d'une patience infinie, utilisant des ordres verbaux clairs mais fermes pour essayer de briser ce siège domestique. Fouad commence alors à projeter ses propres insécurités sur les agents, les qualifiant de corrompus et de porcs, un mécanisme de défense classique visant à délégitimer l'autorité pour se sentir plus puissant dans son propre espace. L'arrivée du frère policier, le frère de Fouad, apporte une dimension tragique à la scène. Il explique aux officiers que ses parents sont des immigrés âgés récemment revenus de l'étranger et qu'ils vivent un enfer quotidien. Il décrit une situation de coercition reproductive et de surveillance constante où Fouad contrôle chaque geste de sa mère. La révélation la plus glaçante concerne les couteaux. La famille a dû littéralement les cacher dans la maison avant que Fouad ne menace de charcuter sa mère une semaine auparavant. Aujourd'hui, l'élément déclencheur a été une table renversée et des menaces de mort renouvelées. Le frère policier est partagé entre son devoir de citoyen et la douleur de voir sa propre famille impliquée dans un tel marasme. Il sert de traducteur pour sa mère, mais Fouad l'interrompt sans cesse, l'accusant d'être un raciste bleu et de trahir son propre sang pour ses collègues. Cette haine fraternelle est palpable et rend l'air irrespirable pour tous les protagonistes présents. Une fois que les policiers parviennent enfin à isoler la mère, sa parole se libère péniblement. Elle explique que Fouad est dans une dérive paranoïaque et religieuse, exigeant qu'elle ne sorte plus de la maison et lui demandant de l'or qu'il prétend lui avoir confié. Le policier de patrouille explique à la mère qu'en raison de la nature des menaces et de l'état de parole du fils, ils n'ont pas d'autre choix que de l'arrêter pour assurer sa sécurité. Cependant, en Illinois, la loi sur l'expulsion est complexe. Même si Fouad est arrêté, il a toujours le statut de résident. Les policiers doivent alors expliquer à la famille qu'ils doivent engager une procédure civile d'éviction parallèlement aux poursuites criminelles. Cette complexité juridique est une charge supplémentaire pour des parents déjà épuisés physiquement et mentalement par des nuits blanches passées dans la peur d'un passage à l'acte violent de leur propre enfant. Le processus d'arrestation de Fouad est un manuel d'instruction sur la gestion des suspects narcissiques. Il ne se bat pas physiquement, mais sa résistance est purement psychologique. Il utilise chaque seconde pour tenter de créer une version alternative des faits où il est la victime d'un complot orchestré par son frère et la police. Il hurle que les agents éteignent leurs caméras, ce qui est faux, comme le prouve l'enregistrement, pour faire leur sale boulot. Cette tactique vise à instiller le doute chez les spectateurs futurs et à se construire une défense pour son prochain passage
témoignage devant le juge. L'officier qui procède à la menottage reste imperturbable, ignorant les insultes et les accusations délirantes. Fouad réclame ses clés et ses chaussures avec une exigence qui contraste avec la gravité de ce qui lui est reproché. Il est finalement conduit vers la voiture de patrouille, laissant derrière lui une maison marquée par le chaos et une famille qui, bien que religieux, sait que le calme n'est que temporaire. Pendant que Fouad est enfermé dans la cage du véhicule de patrouille, l'officier retourne parler aux frères. On apprend que Fouad a un passif de comportements erratiques récents, comme le fait de monter sur le toit pour harceler des travailleurs. Cette instabilité semble s'aggraver de jour en jour. Le frère policier confie qu'il a été réveillé par un appel de détresse de son père, trop épeuré pour composer 911 lui-même, de peur que Fouad ne l'entende. C'est l'image d'un foyer où le téléphone est devenu une arme de dénonciation dangereuse. L'officier de patrouille donne des instructions précises sur la Order of Protection, ordonnance de protection. Il souligne qu'en comté de Cook, cette procédure peut se faire à distance via Zoom, une information cruciale pour des victimes âgées qui ont du mal à se déplacer. L'enjeu est de créer une barrière légale infranchissable avant que Fouad ne soit relâché par le système de caution qui en Illinois a été récemment réformé. La discussion finale entre les deux officiers, le patrouilleur et le frère, met en lumière la difficulté de gérer des cas de santé mentale mêlés à de la criminalité. Fouad semble être dans une spirale religieuse maniaque, selon les termes de son frère. Il impose des règles arbitraires à sa mère, transformant la religion en un outil d'oppression domestique. L'officier de patrouille note que Fouad devra être signalé à son agent de probation en Pennsylvanie, ce qui pourrait entraîner une révocation immédiate de sa liberté et un retour en prison pour une longue période. C'est l'espoir ultime de la famille, que le système judiciaire lointain de la Pennsylvanie reprenne en charge l'individu qu'ils ne peuvent plus gérer eux-mêmes. Le départ de l'officier clôt cette intervention, mais laisse le spectateur avec une réflexion amère sur les failles du système de réinsertion et la vulnérabilité des aînés face à la violence de leurs enfants.